chronique financière portant sur l'investissement réalisée en date du 23 février de l'année 2026. Avant de commencer à proprement dit la chronique, je tiens à faire cette petite mise en garde où je vous mentionne que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et je vous rappelle que investir, naturellement, comporte des risques. Donc, je vais commencer à aborder la situation par rapport aux métaux précieux, que sont l'or et également le métal argent, pour vous signaler qu'en ce lundi soir, donc 23 février 2026, une reprise en fait, de la valorisation du métal or et argent semble se produire là, après le flash crash, dans le sens que, bon, le 29 janvier dernier, l'or était monté, si on regarde ici à l'écran par rapport au graphique, à 5 583 US l'once. Ça a baissé à 4 402 américains. Là, on est à 5 224. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des signes de reprise. Puis, l'or a beaucoup d'impact. Ensuite, il y a l'argent qui va aussi habituellement dans le même sens. Fait que vous voyez, le graphique de l'argent est très similaire à celui de l'or abordé précédemment. Donc, au moment où je vous parle, l'argent est à 87 américains l'once, alors qu'au plus bas, il était à 64 américains. Donc, on voit l'état de la volatilité. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une reprise puis un mouvement haussier. Ça, c'est mon hypothèse en m'appuyant sur plusieurs variables. Donc, je m'appuie beaucoup sur les analyses de la chaîne YouTube Monnaie ennuyeuse. En passant, les vidéos ne sont pas ennuyeuses, là, sont intéressantes. C'est un suivi détaillé par rapport à l'actualité en lien avec les métaux. En fait, ce qui va être intéressant de voir dans les prochains jours, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le COMEX aux États-Unis. Donc, c'est un endroit où sont entreposés les métaux qui se transigent. Et l'une des possibilités, c'est que s'il y a plus de 20% des gens qui possèdent des titres, parce que par rapport au métal argent, il y a le métal physique qui existe aussi, mais il y a des titres qui se transigent, c'est qu'il y aurait la possibilité que présentement, il y a un écart entre l'argent papier et l'argent réel. Et qu'au COMEX, qui est situé à New York aux États-Unis, eh bien, il n'y aurait pas assez de métal physique dans les coffres pour couvrir le nombre de titres qui ont été émis au fil du temps. Et s'il y a beaucoup d'acheteurs qui demandent d'avoir la livraison du métal physique, qui sont censés être entreposés dans les coffres au COMEX, bien, qu'il y ait un problème, qu'il y ait une rupture d'inventaire. Et là, la montée de la valeur argent pourrait monter d'une manière très importante. Donc, on va bien voir qu'est-ce qui va arriver parce que c'est au mois de mars, là, si ça arrive. Donc, mais il y a des facteurs autres qui m'amènent à parler de la pertinence de... Parce que je m'étais positionné par rapport à l'argent dans le cadre de la montée parabolique. Après ça, j'ai fait un saut quand il y a eu la descente vertigineuse ici. Ça remet un petit peu en question toute l'importance que je donnais à mes convictions en lien avec l'argent. Mais je n'ai pas vendu parce qu'il y a des gens ici qui ont probablement paniqué, qui ont vendu à peu près... quelqu'un qui aurait acheté, par exemple, ici à 100 US, il revend à 71, puis là, il est à 87. Il serait contrarié. Moi, j'ai continué de détenir les fonds négociés en bourse liés à l'argent que j'avais pris. Donc, en ayant ma conviction quand même que ça va remonter, moi j'ai l'impression que d'ici le mois de mars, on va continuer de monter. Pourquoi? Ben, parce que ça se peut que le COMEX aux États-Unis soit dans le pétrin et que ça fasse exploser la demande s'il y a des problèmes d'approvisionnement liés à des livraisons physiques. Donc ça, c'est une possibilité que j'exclus pas.
Il y a d'autres variables aussi, là, très structurelles, là, c'est-à-dire un déficit entre la quantité d'argent produit à chaque année versus celle qui est consommée et utilisée. Parce que l'argent, c'est un métal qui est précieux comme l'or, mais c'est un métal en plus qu'une utilité industrielle. Dans le sens que le métal argent peut servir à faire des composantes électroniques et aussi des composantes liées à des panneaux solaires, là. Donc, il y a différents articles de technologie qui sont produits. En bas de la vidéo présente, je mettrai les coordonnées là, de monnaie ennuyeuse. Là. Il y a beaucoup de chaînes YouTube avec la même personne qui apparaît dans la vidéo. J'en ai parlé souvent, mais c'est parce que les analyses, je les trouve quand même intéressantes. Puis en même temps, ben, ça permet de garder le cap et le moral suite au flash crash, de voir que ça nous ramène aux convictions qu'au niveau systémique, pour ce qui est du moyen à long terme, la demande dans le fond, est là par rapport à l'argent. Sinon, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochains jours qui vont amener une augmentation de la valorisation des métaux précieux, comme l'or et l'argent? C'est Donald Trump qui, dans le fond, a été jugé comme étant qui a été pas correct d'avoir tout passé ses pouvoirs, tranche la Cour suprême par rapport aux tarifs réciproques qu'il a imposés. Là, il a fait... c'est quasiment comme un téléroman, là, quand que je regarde ce que fait Donald Trump à travers ses propos. Là, il crée des intrigues là, parce que les tarifs réciproques sont, dans le fond, ça va à l'encontre il n'a pas le droit de faire ça par rapport à la Cour suprême, mais en contrepartie, il y a un droit d'imposer des tarifs pendant 150 jours. Chose qui fait, ce qui crée de l'incertitude par rapport au marché. Or, les gens qui sont des investisseurs ou même des traders, ils n'aiment pas ça, l'incertitude. Ce qui fait qu'il y a une tension dramatique, à savoir, une fois le délai des 150 jours écoulé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir encore des tarifs que les États-Unis imposent ou pas? Donc, ça donne du temps à Donald Trump pour établir une stratégie. Sinon, ben, qu'est-ce qui crée de l'incertitude qui est propice à une valorisation des métaux dans les prochains jours? C'est la possibilité qu'il y ait une guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran. Ben, je dis guerre, en fait, je vais rectifier mon propos. C'est plus de l'ordre de l'attaque des États-Unis sur l'Iran, comme il avait déjà fait dans le passé le gouvernement américain qui avait supposément attaqué des installations iraniennes dans l'optique d'y faire du développement d'armes nucléaires. Or, si ça avait marché, ben là, il n'y aurait plus d'armes nucléaires à attaquer, mais là, on parle de la possibilité d'autres attaques, là, des porte-avions, des bateaux, en fait, qui sont dans le secteur du Moyen-Orient, qui sont prêts à être déployés massivement. Là. On parle de porte-avions, là, USS Abraham Lincoln, entre autres. Donc là, ça crée une tension qui est propice à la peur, l'incertitude, parce que là, s'il y a une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les valeurs refuges comme l'or vont se mettre à monter. Puis l'argent, ben, suit pas mal, vous voyez, au niveau de la courbe de progression de l'argent, ça suit pas mal celle de l'or. Donc, il y a une possibilité par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a présentement Benjamin Tremblay, qui, comme à l'habitude, va commenter les événements internationaux impliquant là, de la géopolitique. Donc, il a fait une vidéo sur la chaîne Chaque jour sur Terre, à ne pas confondre avec 7 jours sur Terre qui s'occupe également. Une attaque contre l'Iran est imminente. Bon, j'ai écouté la vidéo. En effet, c'est quelque chose d'imminent. Et ça va sans doute avoir un impact sur les marchés. Donc, les tarifs, à savoir qu'est-ce qui va se passer en 150 jours, ça crée de l'incertitude. Ce qui fait que les investisseurs sont pas à l'aise avec l'incertitude, ben, ils vont se réfugier dans des actifs qui conservent leur valeur pendant ce temps-là, comme l'or. Pour ce qui est du Nasdaq 100, qu'est-ce qui s'est passé en ce lundi? Ben, on peut voir que ça l'a baissé. Donc, vendredi passé, le 20 février, le fait que les tarifs étaient déclarés comme illégaux par la Cour suprême aux États-Unis,
Ça a amené une montée du Nasdaq 100, ça apporte aux plus grandes entreprises dans le secteur technologique. Puis par la suite, ben, comme le Trump a tout de suite, c'est un peu comme un téléroman. Là. On va dire, tu ne pourras pas faire des tarifs de cette façon-là. Il dit, ouais, ben, je vais m'en prendre de telle autre façon avec telle autre loi. Donc pendant 150 jours, il applique des tarifs. Fait que là, il ne lâchera pas le morceau, ce qui crée une tension dramatique qui fait que ça a contribué sans doute à la baisse du Nasdaq 100 aujourd'hui. Ce que j'ai fait, ben, j'en ai profité. J'avais pris il y a quelques semaines de ProShares Ultra Gold, le fonds négocié en bourse UGL, qui a donné un très bon rendement en passant là, sur un an, là, 171%. J'en ai pris pendant quelques mois, puis avec un profit de 70%. J'ai dit, bon, je vais en profiter pendant que l'or était élevé, à peu près 5208 US pour acheter par rapport à du Nasdaq 100. Donc, parce que le Nasdaq 100, en fait, ce qu'il fait depuis à peu près 6 mois, là, vous voyez, il stall. Là. Et le plus haut sommet historique, c'est 26 000 points. 119, là, il est à 24 708. Fait que moi, j'ai l'impression que il va repartir à la hausse. En fait, historiquement, si vous regardez, là, il y a toujours des périodes qui est un peu plus bas ou qui stallent, des petits creux, puis après ça, il repart. Fait que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un creux important au mois d'avril 2025. Fait que là, j'ai l'impression qu'il va peut-être baisser encore quelques jours, puis après ça, il va repartir. Donc, j'en ai profité pour faire de l'arbitrage au sein de mon cours. C'est une notion que j'ai étudiée, entre autres, à travers les vidéos de Charles Gave, qui parle de l'importance entre autres, du portefeuille turc dans un contexte où la monnaie des pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, la France, est confrontée à une politique de dévalorisation massive qui peut servir à rembourser de la dette à rabais. Donc, si les politiques monétaires sont faites en sorte que le dollar, que ce soit canadien, américain, reste faible ou se dégrade en termes de valeur, ben là, à ce moment-là, pour protéger son capital, ben, c'est de le tourner vers des actifs comme l'actif refuge qu'est l'or ou également les actions. Puis dans le portefeuille turc, ben, c'est de garder une partie de son portefeuille, comme par exemple 25% en or, puis le reste, ou 50% en or, puis 50% actions. Là. Tout dépendant de la pondération qu'on peut avoir. Il y en a qui vont être 25% or, puis 75% actions. Puis l'idée, c'est que quand une catégorie d'actifs monte, comme par exemple l'or, ben, la personne peut à ce moment-là liquider une partie pour faire un arbitrage, pour en mettre plus dans quelque chose qui est plus faible, qu'on sait qu'il y a des bonnes probabilités qui montent, parce que la croissance du Nasdaq 100, en réalité, lorsqu'on l'étudie par rapport aux 100 plus grandes entreprises technologiques américaines, repose essentiellement sur deux choses. Oui, il y a des gains de productivité, de destruction créative, donc schumpeterienne. Je ne prononce pas souvent ce mot-là, mais c'est par rapport à Schumpeter, qui est le penseur qui a développé le concept que la technologie en se développement, les entreprises vont faire des gains de productivité qui vont faire que ça va coûter moins cher pour produire quelque chose. Prenons par exemple la notion des économies d'échelle. Donc, on développe des technologies qui coûtent de moins en moins cher, qui sont de plus en plus efficaces. La loi de Moore dans le domaine de l'informatique en est une très belle illustration. C'est-à-dire qu'à tous les 18 mois, la quantité de données qui peut être stockée sur une puce informatique va doubler. Donc, ça va dans l'optique de la destruction créative. Donc, on détruit les anciennes puces, les anciens ordinateurs qui sont remplacés par d'autres ordinateurs ou d'autres microprocesseurs qui sont nettement plus efficaces au fil du temps, puis c'est une manière exponentielle. Donc, ce principe-là fait en sorte, entre autres, des gains de productivité que le Nasdaq 100 va sans doute continuer à augmenter dans les prochaines années, mais aussi tout simplement la dévaluation de la monnaie. Dans le sens que plus que l'inflation monétaire se produit, c'est-à-dire que plus qu'il y a une grande quantité de monnaie qui est imprimée,
à ce moment-là, plus que ça n'en prend pour acheter des articles. C'est une question d'offre et de demande. Donc, ces deux variables-là, mis ensemble, participent entre autres à la croissance du Nasdaq 100. Sinon, je voulais parler un peu brièvement par rapport à la situation liée au Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin, là, il est en scénario, il est à 64 814 US présentement. Moi, j'ai l'impression qu'il va continuer à baisser. J'attends encore pour rentrer d'une manière un peu plus agressive sur le marché. Par la suite, je voulais aborder d'autres choses. Paul Crypto Formation, qui a une chaîne sur YouTube que j'écoute une fois de temps en temps pour commenter la situation en lien avec les crypto-monnaies, a fait une vidéo intéressante récemment qui s'intitule Les 5 formes de marché et comment gagner dans chacune. Donc, on voit des graphiques. La première forme que vous avez en haut à gauche fait beaucoup penser à celle qu'on va retrouver avec les montées paraboliques dans le domaine de la crypto, mais aussi des métaux précieux comme l'or et l'argent. Tandis que la numéro 2 va se rapporter, par exemple, à des indices boursiers comme Nasdaq 100, SP500 et également le TSX 60 au Canada. Fait que c'est deux façons très différentes, puis c'est imagé, je trouve ça bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire de la spéculation boursière en lien avec les métaux précieux, il faut qu'il vende au haut de la montée parabolique. Tu sais, c'est stressant quand on regarde ça sur une longue période de temps. Vous voyez que la montée, là, ça ne dure pas longtemps, là, puis après ça peut redescendre, puis après ça, on ne sait pas quand ça se reproduit, à moins qu'on ait une connaissance du marché. Donc, les fondamentaux soient là. C'est sûr que si par rapport à un métal, prenons par exemple l'or, qu'on sait que les banques, présentement, que ce soit la banque de Chine ou autre, en achètent régulièrement, ça crée une pression acheteuse qui est constante. Mais les montées paraboliques, comme par rapport au Bitcoin, une fois que le plus haut sommet atteint, là, ça diminue, puis souvent, il y a des périodes de consolidation qui sont longues. Donc, le creux de l'anse ici qu'on voit, entre autres. Puis les périodes où la montée est fulgurante, ça peut être quelques jours, là, ça ne dure pas longtemps. Tandis que pour ce qui est du Nasdaq 100 ou SP500, c'est le contraire. C'est-à-dire que la courbe monte progressivement. À un moment donné, il y a une espèce de crise là, qui arrive à certains intervalles, là, comme l'imposition des tarifs en avril 2025 en est une très belle illustration. Il y a un creux. Mais après ça repart. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui investissent avec constance à tous les mois dans des indices boursiers comme le SP500, Nasdaq 100, DCA, Dollar Cost Average. Et là-dedans, il y a des gros joueurs qui servent à entretenir ce rythme-là, que ce soit des fonds institutionnels d'investissement, entre autres par rapport à des gens qui vont prendre leur retraite. Donc, ça amène une progression avec un rehaussement constant. Ce qui est très différent pour l'investissement crypto. Fait qu'en voyant le visuel, ça aide à comprendre certains concepts. Donc, je mettrai le lien web, la vidéo en bas de l'enregistrement. Sinon, par rapport à l'or, j'avais investi aussi dans GDXU-C pour le retracer sur la plateforme de courtage en ligne d'Isnat. Bon, là, je suis en train de voir que suite à le flash crash de l'or, là, vous voyez, il y a comme une reprise ici. La reprise, on la voit aussi ici. Ce qui est intéressant, c'est puis sur EGL aussi, on la voit la reprise ici. C'est que la reprise, naturellement, par rapport à des actifs comme des fonds négociés en bourse qui se rapportent aux métaux, l'état de la reprise, elle va se sentir aussi. Donc, c'est intéressant. Et puis, d'investir par rapport aux entreprises orifères. Là, ici, c'est un fonds agressif que j'ai appris avec un effet de levier x2. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça permet de diversifier que juste prendre par rapport à l'or avec un effet de levier x2. Et puis, la performance, c'est sûr que dans la dernière année, a été quand même très bonne. 502,89% sur 6 mois. 212,01%. Fait que vraiment un boom lié à l'or. Et le fait qu'un effet de levier x2, ça l'amplifie. Donc, les prochains jours vont être intéressants à voir. Moi, je vois ça un peu
comme étant un point culminant lié aux métaux. Donc, j'en ai parlé à des gens de mes proches, puis je pense qu'ils ne prennent pas vraiment ça au sérieux. Mais si on regarde le graphique, il se passe quand même des choses. Il y a la possibilité que d'ici la fin de l'année, JP Morgan, dans le fond, selon la vidéo suivante, là, j'ai vérifié sur ChatGPT, il y a des prédictions qui sont faites que l'or pourrait monter à 6300 $ américains. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Hein. C'est ça, c'est de la spéculation. Mais j'ai l'impression que tant que l'or continue à être dans une situation de canal haussier, que ça va continuer de monter. L'instabilité qu'on connaît là, présentement au niveau international, en lien avec la possibilité d'une attaque contre l'Iran que je mentionnais tantôt, va alimenter ce mouvement-là. Donc, dossier à suivre, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.